Ma famille m'a déshérité et me souhaite le pire pour avoir livré mon cousin à la police après ce qu'il a fait, mais je le referai 1000 fois. J'ai toujours su que ma famille avait un compas moral défectueux, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait complètement brisé jusqu'à la nuit de l'accident. Je m'appelle Adriane, j'ai 28 ans et jusqu'à il y a une semaine, je faisais partie d'une famille prestigieuse qui était fière de sa loyauté inébranlable. Maintenant, pour eux je suis un rat, un traître, quelqu'un qui mérite de pourrir en enfer. Mais pendant que j'écris ceci depuis un appartement d'hôtel bon marché, avec mon téléphone bloqué par les centaines de menaces de mort que j'ai reçues de mes propres oncles et cousins, je ressens une paix étrange, la paix de savoir que pour la première fois de ma vie je n'ai pas été complice de leurs atrocités. Pour que vous compreniez la folie du problème, j'ai besoin de vous présenter les acteurs de cette tragédie. Ma famille, les Herrera, a toujours eu de l'argent. Je ne parle pas de classe moyenne aisée, je parle de vieil argent mêlé à des affaires immobilières agressives. Mon oncle Fabian, le patriarche actuel, est un homme qui croit que les lois sont des suggestions pour les pauvres. Sa femme, ma tante Natalia, est la femme classique qui vit pour les apparences et qui défendrait ses enfants même s'il brûlait un orphelinat sous ses yeux. Et puis il y a Ruben. Ruben, mon cousin de 22 ans, le garçon en or. Ruben n'a jamais eu à faire face à une véritable conséquence dans sa vie. Quand il a été renvoyé de 3 écoles privées pour conduite violente, oncle Fabian a fait de généreuses donations pour effacer les dossiers. Quand il a été attrapé avec des substances illicites à 18 ans, l'affaire a mystérieusement disparu avant d'arriver au tribunal. Il a grandi en croyant qu'il était intouchable, que le nom des Herrera était un bouclier contre la réalité. J'ai toujours été le cousin tranquille, le rabat-joie. J'ai étudié la comptabilité. Je travaille dans un cabinet qui n'appartient pas à la famille et je conduis une modeste voiture d'il y a 5 ans. Ruben, de son côté, a reçu une voiture de sport italienne d'une valeur de $10 000 pour son dernier anniversaire, bien qu'il ait déjà accidenté 2 voitures précédentes. Le désastre s'est produit un samedi. C'était le 50e anniversaire de tante Natalia. La fête se déroulait dans la résidence principale de mes oncles, un manoir à la périphérie de la ville avec une allée privée et de hauts murs qui séparent leur réalité du reste du monde. Il y avait un traiteur de luxe, un groupe de musique en direct et assez d'alcool pour terrasser une armée. Dès mon arrivée, j'ai remarqué que Ruben était hors de contrôle. Il était à peine 20 heures et ses yeux étaient déjà vitreux. Son rire était trop fort et ses mouvements erratiques. Il se promenait parmi les invités avec un verre de whisky de Malte dans une main et les clés de sa voiture de sport dans l'autre, se vantant des modifications illégales qu'il avait faites au moteur. « Adriane, tu dois voir comment rugit cette bête », m'a-t-il dit en traînant ses mots tandis qu'il me coinçait près du bar. Je lui ai mis un nouveau système d'échappement. Ça a coûté $5 000, mais ça vaut chaque centime. Ruben, tu bois beaucoup, lui ai-je dit en essayant de garder la voix basse pour ne pas faire de scène devant tout le monde. Tu devrais ranger ces clés. Tu ne devrais pas conduire aujourd'hui. Il a éclaté d'un rire sec et désagréable, me donnant une tape dans le dos qui a fait plus mal que nécessaire. Toi toujours si inquiet, petit cousin. Détends-toi, je contrôle. En plus, cette voiture se conduit toute seule. J'ai essayé de parler à oncle Fabian. Je l'ai trouvé dans le bureau en train de fumer des cigares avec ses associés. Quand je lui ai mentionné que Ruben était trop ivre et qu'il avait l'intention de sortir la voiture, il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Laisse le garçon s'amuser, Adriane. C'est l'anniversaire de sa mère. Ne sois pas un aigri. S'il se passe quelque chose, j'ai des gens pour ça. J'ai des gens pour ça. Cette phrase résonnerait dans ma tête des heures plus tard comme une sentence. Frustré, j'ai décidé de rester près de la sortie pour surveiller. Mais la fête était un chaos de gens qui entraient et sortaient. À un moment donné, entre les toasts et le discours de ma tante Natalia, remerciant la vie pour sa famille parfaite, j'ai perdu de vue Ruben. J'ai entendu le rugissement du moteur avant de le voir. Le son était reconnaissable, un fracas mécanique qui a coupé la musique du groupe. J'ai couru vers l'entrée principale juste à temps pour voir les feux arrière de la voiture de sport rouge de Ruben disparaître sur l'allée à toute vitesse, dérapant dangereusement dans le premier virage. Merde, ai-je crié en cherchant mon téléphone pour l'appeler, même si je savais qu'il ne répondrait pas. 1 heure a passé, 1 heure d'angoisse pendant laquelle j'ai envisagé d'aller le chercher, mais je ne savais pas où il était allé. La fête continuait, inconsciente du danger. Puis, le téléphone de la maison a sonné, mais personne n'a répondu. 10 minutes plus tard, la voiture de sport est revenue. Elle n'est pas entrée en rugissant comme quand elle est partie,
elle est entrée en boitant. Le bruit du moteur était irrégulier, métallique. Quand la voiture est apparue sous la lumière des projecteurs de l'entrée, mon sang s'est glacé. Le pare-choc avant était détruit, le capot bosselé d'une forme concave grotesque et le pare-brise avait un impact en toile d'araignée du côté passager, taché de quelque chose de sombre que je ne voulais pas identifier. Il manquait un phare. Ruben est sorti de la voiture en tremblant. Il était pâle, la chemise déboutonnée et transpirant abondamment. Il ne ressemblait pas au garçon arrogant d'il y a une heure. Il ressemblait à un enfant terrorisé par ce qu'il avait fait. « Que as-tu fait » ai-je demandé en courant vers lui avant que les autres invités ne s'en rendent compte. « Je ne l'ai pas vu. »« Adrian, je ne l'ai pas vu, » balbutia-t-il. Sa voix était un fil aigu. Il a traversé de nulle part. Il faisait sombre. « Qui as-tu heurté, Ruben ?» Je l'ai attrapé par les épaules et les secoué. « Que as-tu heurté ?» Je ne sais pas. Je crois que c'était un vélo ou une moto. Je ne sais pas. Ça a fait un bruit très fort. T'es-tu arrêté? Ai-je demandé, sentant un nœud dans mon estomac. As-tu appelé une ambulance? Ruben a secoué la tête frénétiquement, ses yeux exorbités remplis de larmes. Je ne pouvais pas. J'avais peur. Je suis rentré directement à la maison. Adrian, tu dois m'aider. Mon père va me tuer s'il voit la voiture. À ce moment-là, la porte principale s'est ouverte et sont sortis oncle Fabian et tante Natalia, suivis de mon père et de ma petite sœur. Clara. La musique s'est arrêtée. Le silence qui est tombé sur l'entrée était sépulcral. Mon oncle Fabian a descendu les escaliers 4 à 4. Son visage est passé de la confusion à la fureur, et enfin, à une froideur calculatrice en quelques secondes en voyant l'état du véhicule. Il s'est approché de la voiture, a passé la main sur la bosse du capot et a regardé la tache sombre sur le pare-brise. Puis il a regardé Ruben. Dedans. Maintenant, a ordonné Fabian. Sa voix n'admettait aucune réplique. Mais Fabian, la voiture, a commencé à dire Natalia en portant les mains à sa bouche. J'ai dit dedans, a-t-il rugi. Tous. Adrian, toi aussi. Fermez le portail principal. Que personne ne sorte et que personne n'entre. Nous nous sommes réunis dans le salon privé, loin des invités qui étaient encore dans le jardin arrière. L'atmosphère était si dense qu'il était difficile de respirer. Ruben était assis sur le canapé, pleurant la tête entre les mains. Natalia était à côté de lui, lui caressant les cheveux et lui murmurant que tout irait bien. Fabian marchait de long en large en parlant au téléphone à voix basse, mais urgente. « Écoute-moi bien, » disait Fabian au téléphone. « J'ai besoin que tu viennes maintenant. Apporte la dépanneuse fermée. » Oui, celle de d'habitude. Non, ne demande pas. C'est un travail de nettoyage complet. 10 000 $ en espèces si tu arrives dans 20 minutes et apporte du solvant industriel. Il a raccroché et s'est tourné vers nous. Son regard était celui d'un général en guerre. Personne ne dira un mot de cela. Compris, a-t-il dit en nous regardant un par un. Oncle, Ruben a écrasé quelqu'un. Ai-je dit, incapable de me taire. Nous devons appeler la police. Cette personne pourrait être en train de mourir là dehors. Tais-toi, Adrian, a crié Natalia en se levant d'un bond. Tu veux gâcher la vie de ton cousin. C'était un accident. Il ne voulait pas le faire. Peu importe s'il le voulait ou non, tante. Ai-je répondu en sentant l'indignation grandir en moi. Il a fui les lieux. C'est un délit grave. Si la personne meurt, c'est un homicide. Cette personne n'existe pas, a dit Fabian avec un calme terrifiant. Ruben a heurté un cerf. C'est ce qui s'est passé. Un grand cerf sur la vieille route. La voiture va disparaître ce soir. Demain, nous signalerons le vol du véhicule. Nous dirons qu'il a été pris à la fête pendant que nous étions distraits. Mon père, qui jusqu'à ce moment était resté silencieux, a hoché la tête. C'est la meilleure chose à faire, Adrian. Ruben a toute la vie devant lui. Nous n'allons pas laisser une erreur d'une nuit le détruire. Fabian sait ce qu'il fait. J'ai regardé mon père avec incrédulité. L'homme qui m'avait appris à rendre la monnaie excédentaire au magasin était maintenant en train de conspirer pour couvrir un délit de fuite. Vous êtes sérieux? Ai-je demandé, ma voix tremblant de rage. Et la victime? Qu'en est-il de sa famille?
Ruben ne sait même pas s'il l'a tué. Il pourrait être allongé sur la route en train de se vider de son sang en ce moment même. Ne sois pas dramatique. Est intervenu Ruben en levant son visage taché de larmes et de morve. C'était juste un choc. Il s'est sûrement relevé et est parti. En plus, il faisait sombre. Il n'aurait pas dû traverser par là. Tu avais le pare-brise cassé et du sang sur la vitre. Ruben, ai-je craché. Ce n'était pas juste un choc. Ça suffit. Fabian a frappé la table basse du poing. Adrian, tu es de la famille. La famille se protège. Si tu ouvres la bouche, tu ne coules pas seulement Ruben, tu nous coules tous. J'ai des affaires, j'ai une réputation. Je ne vais pas permettre que ta morale à bas prix détruise ce que j'ai construit. Fabian s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel. Il sentait le tabac et une menace latente. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas dormir et demain, quand on te posera des questions, tu diras que Ruben était avec toi toute la nuit à la fête et que tu ne sais rien de la voiture. Si tu fais ça, je paierai l'hypothèque de ton appartement. C'est 150 000 $, n'est-ce pas? Considère ça comme un cadeau. Je suis resté paralysé. On me soudoyait. Ma propre famille mettait un prix sur mon silence concernant un possible homicide. J'ai regardé ma mère, ma sœur. Elles ont détourné le regard, honteuses mais complices. J'ai regardé Ruben, qui me regardait avec un mélange de supplication et d'arrogance, comme s'il s'attendait à ce que j'accepte l'argent, parce qu'au final, nous avons tous un prix. J'ai besoin d'air, ai-je finalement dit, sentant que j'allais vomir. Je m'en vais, Adrian, a prévenu Fabian. Je ne dirai rien pour l'instant. Ai-je menti en essayant de gagner du temps? J'ai juste besoin de sortir d'ici. Je suis sorti de la maison en sentant les regards de tout le monde plantés dans mon dos. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le volant. Je ne suis pas allé chez moi, je suis allé sur la vieille route, celle que Ruben avait l'habitude de prendre pour tester ses voitures. Je n'ai pas eu à conduire longtemps. À environ 5 km du manoir, j'ai vu les lumières bleues et rouges clignotantes. Il y avait 2 voitures de police et une ambulance. La zone était bouclée avec du ruban jaune. Je me suis garé loin et je me suis approché à pied, en restant dans l'ombre. Ce que j'ai vu a détruit tout doute que je pouvais avoir. Sur l'asphalte, il y avait un vélo tordu transformé en un amas de métal méconnaissable. Quelques mètres plus loin, les ambulanciers couvraient un corps avec un drap blanc. Il n'y avait aucune hâte dans leur mouvement. Ils n'essayaient pas de réanimer qui que ce soit. C'était une fille. J'ai pu voir une chaussure de sport rose jetée près du fossé. Je me suis approché d'un officier qui dirigeait la circulation en essayant de paraître comme un passant curieux. « Excusez-moi, officier. Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. D'une voix étouffée, l'officier m'a regardé avec lassitude. Un conducteur a renversé une fille et a pris la fuite. Il l'a traînée sur près de 20 m, elle est morte sur le coup. Elle avait 19 ans. Elle revenait du travail, semble-t-il. Si vous savez quelque chose, monsieur, dites-le nous. Nous recherchons un véhicule avec de graves dommages à l'avant, probablement une voiture de sport d'après les traces de freinage. J'ai senti que le monde basculait. 19 ans. Elle revenait du travail. Pendant que Ruben buvait du whisky à 200 $ la bouteille. Cette fille travaillait un samedi soir et maintenant elle était décédée parce que mon cousin voulait se sentir puissant. J'ai dit au revoir à l'officier, je suis retourné à ma voiture et je suis resté assis là dans le noir pendant ce qui a semblé être des heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages de ma mère. S'il te plaît, mon fils, sois raisonnable. Des messages de Fabian. Le problème de la voiture n'existe plus. Tout est propre. Ne fais pas de bêtises. J'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance et de deuil pour cette fille inconnue. Je savais ce que parler signifiait. Cela signifiait perdre ma famille, cela signifiait être le traître, cela signifiait affronter le pouvoir et l'argent de mon oncle, qui essaierait sûrement de me détruire. Mais ensuite j'ai regardé vers la route, où l'ambulance emportait le corps, et j'ai su que je ne pourrais pas vivre un seul jour de plus en gardant le silence. J'ai imaginé les parents de cette fille recevant l'appel que personne ne veut recevoir. J'ai imaginé Fabian et Ruben trinquant au prochain Noël, riant de la façon dont ils s'en étaient tirés. Je ne pouvais pas le permettre, j'étais encore humain. J'ai démarré la voiture et,
au lieu de rentrer chez moi, j'ai conduit vers le commissariat le plus proche qui était au centre du district. En conduisant, je me suis souvenu de quelque chose. À la fête, quand Ruben est arrivé avec la voiture détruite, j'ai sorti mon téléphone instinctivement, non pas pour appeler, mais j'avais activé l'enregistreur vocal quand je suis entré dans le salon pour la réunion de famille. Je le fais parfois lors de réunions de travail compliquées pour ne pas perdre de détails et je l'ai fait sans réfléchir par peur et bien que cela puisse paraître très pratique, c'est une habitude ancrée que j'avais et que je suis reconnaissant d'avoir. J'ai sorti le téléphone et j'ai vérifié le fichier. 45 minutes d'audio. On entendait tout. La confession de Ruben. Je ne l'ai pas vue. J'avais peur. L'ordre de Fabian de détruire la voiture, le plan pour la déclarer volée. La tentative de corruption. Tout était là, clair comme de l'eau de roche. Je suis entré au commissariat à 3 heures du matin. Le sergent de service m'a regardé avec étrangeté. Je veux signaler un délit de fuite avec homicide. Ai-je dit, ma voix sonnait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je sais qui l'a fait et j'ai des preuves. Les heures suivantes ont été un flou d'interrogatoires, de déclarations et de détectives entrant et sortant de la salle. J'ai remis l'enregistrement, j'ai décrit la voiture, l'heure, le lieu et les noms de toutes les personnes présentes à la réunion de dissimulation. Quand je leur ai dit que mon oncle Fabian Herrera était impliqué, le commissaire principal est entré personnellement. Il savait qui était mon oncle. Il savait qu'il était puissant, mais les preuves de l'enregistrement étaient trop accablantes pour être ignorées. À 6 heures, un juge a signé les mandats d'arrêt et de perquisition. On m'a demandé de rester au commissariat pour ma sécurité pendant qu'il menait l'opération. Je me suis assis sur une chaise en métal froide en buvant du café Rance, attendant que la bombe explose. À 8h30, ils ont amené Ruben, ils l'ont amené menotté, portant encore les vêtements de la fête, maintenant froissés et tachés. Il pleurait comme un petit enfant en criant après sa maman. Peu après, ils ont amené Fabian et Natalia. Fabian ne criait pas, il était livide, silencieux. Quand il est passé dans le couloir et m'a vu assis dans la salle d'attente à travers la vitre, il s'est arrêté. Ses yeux ont rencontré les miens. Il n'y avait pas de tristesse dans son regard, seulement une haine pure et distillée. Il a fait un geste subtil en passant son doigt sur son cou avant que l'officier ne le pousse vers l'avant. Ils ont également arrêté mon père pour obstruction à la justice et dissimulation, bien qu'il l'ait libéré sous caution des heures plus tard, ma mère n'a pas été arrêtée, mais elle a été citée comme témoin. La nouvelle a éclaté dans les médias locaux à midi. Fils d'un éminent homme d'affaires arrêté pour délit de fuite mortelle, la famille impliquée dans une tentative de dissimulation massive. Quand je suis sorti du commissariat cet après-midi-là, mon téléphone, qu'on m'avait rendu après avoir extrait les données, a recommencé à vibrer. Ce n'étaient pas des journalistes, c'était ma famille élargie. Cousin au 2e degré, tante, grand-mère, ma propre sœur. Le premier message était de Clara. Ma sœur, comment as-tu pu? Papa est dans une cellule à cause de toi. Tu es un monstre. J'espère que tu mourras. Ne nous parle plus jamais. Puis ma mère. Adriane, tu as détruit cette famille. Ton oncle Fabian va tout perdre. Ruben n'est qu'un enfant. Pourquoi ne t'es-tu pas tu? Dieu ne te pardonnera pas cela. Ne t'approche plus jamais de la maison. Je suis allé dans un hôtel. Je n'ai pas osé retourner à mon appartement de peur que Fabian ait envoyé quelqu'un ce jour-là. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit. La vie que je connaissais a complètement disparu, remplacée par une existence d'avocat, de tribunaux et de solitude, mais aussi, étrangement, de dignité. Le processus légal a été trop brutal. La défense de mon oncle Fabian a engagé le cabinet d'avocats le plus cher de l'État. Ils ont tout essayé. D'abord, ils ont tenté d'invalider l'enregistrement en arguant qu'il avait été pris sans consentement sur une propriété privée. Cependant, mon avocat, un défenseur public commis d'office, car mes comptes avaient été brièvement gelés par une manœuvre légale de mon oncle avant que je puisse réagir, a soutenu que l'enregistrement capturait la commission d'un crime grave en cours et une conspiration, ce qui, en vertu des lois locales, permettait son admission comme preuve clé. Le juge, pressé par l'attention médiatique et la brutalité de l'affaire, a admis l'enregistrement. Cet audio a été la tombe de Ruben et Fabian. Pendant les audiences préliminaires, j'ai dû voir ma famille au tribunal. Ils s'asseyaient en bloc derrière la défense, une muraille de costumes chers et de regards venimeux. Personne ne me regardait dans les yeux, sauf Fabian, qui me fixait chaque fois qu'il le pouvait.
Ma mère pleurait constamment, mais elle n'a jamais regardé où j'étais assis, seulement dans la zone des témoins ou dans la galerie publique. Pour elle, je n'existais plus. La victime s'appelait Diana. Elle avait 19 ans, étudiait pour devenir infirmière et travaillait dans un café pour payer ses études. Ses parents, un couple humble et anéanti, ont assisté à chaque jour du procès. Le premier jour où j'ai témoigné, racontant les faits de la nuit et l'insensibilité avec laquelle ma famille avait prévu de se débarrasser de la voiture, la mère de Diana s'est approchée de moi pendant la pause. J'étais dans le couloir, gardé par un huissier, craignant qu'un cousin envoyé par Fabien essaie de me frapper. La femme, petite et le visage vieilli par la douleur récente, s'est tenue devant moi. J'ai pensé qu'elle me crierait dessus, qu'elle me blâmerait de faire partie de cette lignée. Au lieu de cela, elle m'a pris les mains. Ses mains étaient rêches et chaudes. « Merci », m'a-t-elle dit d'une voix brisée. « Je sais que c'est votre famille. Je sais ce que cela vous a coûté, mais grâce à vous, ma fille n'est pas seulement un animal sur la route. Merci de lui rendre justice. » Ces mots ont été le seul bouclier dont j'ai eu besoin contre la haine des Herrera. À ce moment-là, j'ai su que même si je perdais tous ceux qui partageaient mon sang, j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus important, mon humanité. Le procès s'est terminé la semaine dernière. Ruben a tenté de plaider la démence temporaire, le stress, des défaillances mécaniques, n'importe quoi, mais les rapports toxicologiques qui ont été faits tardivement, mais qui montraient encore des traces grâce aux témoins de la fête qui ont confirmé sa consommation massive et l'enregistrement de sa propre voix, admettant qu'il s'était enfui par peur, ont scellé son destin. Il a été condamné à 12 ans de prison pour homicide involontaire, aggravé par la fuite et l'omission de porter secours. Il ne sortira pas de sitôt. Ma tante Natalia a reçu une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général, mais sa réputation sociale, ce qu'elle appréciait le plus au monde, est en lambeaux. Elle n'est plus la grande dame de la société, elle est la mère du meurtrier et la femme du corrompu. Mon oncle Fabien a subi la plus grande partie de l'examen public, bien que sa peine ait été inférieure à celle de Ruben en année, 5 ans pour obstruction à la justice, corruption et conspiration, ces entreprises ont été auditées à la suite du scandale. Ils ont découvert des fraudes fiscales et du blanchiment d'argent qui avaient été cachés pendant des décennies. L'empire Herrera s'est effondré. Les propriétés sont saisies pour payer les amendes et les dédommagements à la famille de Diana. Mon père, pour sa participation mineure et pour avoir coopéré à la fin pour sauver sa propre peau, typique de lui, a obtenu la liberté conditionnelle. Mais notre relation est morte. Il m'a envoyé une lettre il y a quelques jours. Il n'y avait pas d'excuse, il disait seulement, « Tu étais mon fils. Maintenant, tu es l'homme qui a emprisonné son propre sang. Le jour de ma mort, ne viens pas à mon enterrement. Ça fait mal. » Je mentirais si je disais que ça ne fait pas mal. Il y a des nuits où je me réveille dans ce petit appartement que j'ai loué de l'autre côté de la ville, regrettant les dîners du dimanche, les rires avec mes cousins avant que tout ne devienne toxique, le sentiment d'appartenance, la solitude est pesante. Mes amis de toujours, dont beaucoup connaissaient ma famille et dépendaient de leurs relations, se sont éloignés de moi. Ils me voient comme un mouchard, quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. S'il a fait ça à son père et à son oncle, que ne nous ferait-il pas à nous, doivent-ils penser, j'ai dû changer de travail. Le cabinet où j'étais, avait apparemment des liens avec mon oncle Fabien et ils m'ont licencié subtilement sous prétexte de restructuration. Maintenant, je fais de la comptabilité en freelance pour de petites entreprises qui ne savent pas qui je suis et qui ne se soucient pas de mon nom de famille. Mais hier soir, en rentrant chez moi, je suis passé par un parc. J'ai vu un groupe de jeunes gens rire, insouciants. J'ai pensé à Diana, j'ai pensé qu'elle ne rirait plus jamais, qu'elle ne se promènerait plus jamais dans un parc. Et j'ai pensé à Ruben, que si je n'avais pas parlé, il serait en ce moment même dans une autre voiture neuve. Peut-être en train de boire, peut-être sur le point de faire du mal à quelqu'un d'autre, convaincu qu'il est un dieu intouchable. Je me suis arrêté dans un magasin et j'ai acheté un simple dîner pour une personne. En arrivant à mon appartement, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai l'air fatigué, j'ai des cernes et j'ai perdu du poids, mais quand je me regarde dans les yeux, je ne vois pas un lâche, je ne vois pas un complice. Ma famille m'appelle traître. Ils disent que j'ai brisé le code sacré du sang, mais le sang ne te donne pas le droit de verser le sang des autres et de te laver les mains avec de l'argent. Le prix de ma conscience a été mon héritage, mon passé et ma famille. Ce sont des millions de dollars perdus, un avenir assuré qui s'est évanoui, mais pendant que je m'assois pour manger en silence, sans craindre que la police ne sonne à la porte, je sais que c'était une aubaine.
Je préfère être un orphelin pauvre avec l'âme propre qu'un prince riche avec les mains tachées de sang. Si quelqu'un traverse quelque chose de similaire, où la loyauté familiale est utilisée pour couvrir des abus ou des crimes, je vous dis ceci, la famille n'est pas celle qui vous est donnée à la naissance, c'est celle qui se comporte comme des êtres humains décents. Briser le cycle fait mal comme une amputation, mais parfois c'est la seule façon de se sauver de la gangrène. Je suis Adrián Herrera et je suis l'homme qui a détruit sa famille pour sauver sa propre âme et je ne regrette rien.